Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle sur notre Journal Club. C'est un papier qui est récemment publié, et très difficile à trouver aussi, qui est sorti en décembre 2025, qui est sorti en JAMA Surgery avec un impact factor à 14,9, qui s'appelle Progression to Chronic Limb Threatening Ischemia after Index Revascularization for Claudication. C'est un papier qui est sorti récemment avec l'équipe des États-Unis. Donc, pour commencer, vous savez tous que le claudication, c'est quand on n'a pas d'oxygène qui ramène, on n'a pas beaucoup de sang qui ramène l'oxygène à nos muscles. Normalement, on va avoir des douleurs musculaires qui soit sur soit sur la jambe, soit sur le cuisse, soit sur la jambe. Et donc, ça s'appelle le claudication intermittent. Et sous les classifications, on a deux classifications qu'on peut utiliser, soit le Rutherford, soit le Fontaine, qui nous, on utilise le Fontaine, donc ça va être classe 2A, 2B, ou le Rutherford, c'est classe 1, 2, 3, et sur Rutherford, c'est soit mild, moderate ou severe claudication. 2A, c'est plus que 200 mètres, 2B, c'est moins de 200 mètres à la marche. La prévalence de la claudication intermittente, c'est 7% pour les patients plus de 50 d'âge. Et donc, c'est quelque chose qui, on voit beaucoup et ça nous touche tout. Pas encore, mais oui. Pour les conséquences, un papier récent qui est sorti qui retrouve que sur 1107 patients, la progression de l'ischémie critique après chirurgie de revascularisation pour claudication, c'est 1,1 et avec une amputation majeure à 0,2 à 5 ans. Donc, techniquement, il y a beaucoup de papiers qui disent, malgré qu'on traite pour la claudication, elle ne va pas progresser pour l'ischémie critique. Les recommandations, elles sont supportives de tout ça. Euh, Elles sont supportives de tout ça. On voit que sur les SVS, pour les patients en claudication intermittente, le plus important, c'est le traitement médical optimal et c'est une décision collégiale avec le médecin vasculaire, le médecin généraliste et tout. On peut toujours commencer avec le best medical treatment et superviser rééducation à la marche. Cette étude est sortie avec deux objectifs majeurs. Le premier, c'est pour examiner la progression de la disease après revascularisation pour de claudication et une progression sur l'ischémie critique. Et on voit si la progression de la maladie, c'est différent entre le sexe et l'ethno-racial des patients. Pour avoir ça, ils sont ouverts le VQI Registry, c'est un registre des États-Unis, et le registre de Medicare, ça c'est l'assurance médicale à l'États-Unis, pour les patients qui sont opérés pour les claudications intermittentes, soit chirurgie ouverte, soit chirurgie endovasculaire en 2016 et 2019. Le cut-off, c'est diagnostic de ischémie critique à 6 mois après la vascularisation pour claudication intermittente. Et la définition de ischémie critique, c'était sinon le ICD-10, c'est un coding system de l'assurance maladie des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler après. Donc, les résultats sont trouvés 10 000 malades qui sont inclus dans le papier. 38%, c'était 10 femmes avec un âge moyen à 71 ans. Et elle avait donc en total qui sont opérés, on a commencé avec 143 000 patients et à la fin avec le critère d'inclusion pour les patients qui étaient inclus pour un anévrisme poplité ou pour les patients qui sont déjà opérés pour une ischémie critique. Donc on avait 10 000 malades. Donc pour les 10 000 malades, les segments qui sont plus opérés et les plus affectés pour anatomiquement, c'était les fémoropoplités
Toujours sur les rythmes raciales, c'était toujours les patients noirs, soit les femmes, soit les hommes, avec 50% pour 56% pour les femmes noires et 50% pour les hommes noirs. Les hommes noirs présentaient plus souvent des atteintes plus sévères, notamment maladies combinées fémoropopalité et infra-genoux, avec 11% de maladies oui, oui, exactement, associées à tibiale et fémoropopalité. Les majorités des patients, c'est un traitement endovasculaire avec 70%, c'était maladie de traitement endovasculaire. Et c'était toujours une proportion plus élevée chez les patients noirs et avec plus de re-intervention pour les maladies qui sont prises qui sont traitées avec un chirurgie endovasculaire et notamment aussi des femmes noires, malheureusement. Donc, la progression ischémique critique, c'était variant selon les sexes et origines, on peut voir ça. Dans les 6 mois, la progression, c'était 5,4 sur les hommes et 6,7 chez les femmes. Chez les hommes, les taux étaient plus élevés parce que les patients noirs, 7,2 avec hispanique à 8,8. Et chez les hommes blancs, c'était 5,2. Et donc, c'était statistiquement significatif entre les trois. À 1 an, la progression était le plus faible chez les hommes blancs à 9,2 et les femmes blanches à 10,1 et était plus élevé chez les hommes noirs à 13,7 et surtout chez les femmes noires à 18,7. Ça, c'est un niveau assez très étonnant parce que c'était le premier papier qui disent qui est la progression de ischémie critique après une vascularisation pour les claudications. Il y a un taux de progression à, on peut dire, quasiment 20%. Et donc, on voit ici sur les Kaplan-Meier que c'est une progression assez très importante et les femmes noires, c'était les femmes noires et les hommes noirs sont le plus risque de progresser avec l'ischémie critique. Pour les amputations, on commence avec une amputation mineure et majeure après une vascularisation pour une claudication. C'est des choses qui sont pas du tout, c'est pas du tout attendu. Chez les hommes, le risque d'amputation majeure à 6 mois, c'était 0,7 avec les hommes blancs à 0,1 et l'hispanique, c'était à 0,3. Les différences sont faibles, mais significative qui est restée à 1 an. Chez les femmes noires, c'est à 0,8 avec les femmes blanches à 0,1 et c'était à 6 mois, mais les différences n'étaient pas significatives à 1 an. Pour toute imputation, elle n'était pas significative à 1 an par rapport les groupes ethno-raciaux. Donc, on a vu les résultats là maintenant. La progression, là, selon les résultats qu'on a, la progression de ischémie critique, elle n'est pas du tout, pas comment, c'est quelque chose qui arrive. Et on a vu que dans certains ethno-raciales, comme les comme les femmes noires, c'est quasiment 20%. Et donc, c'est quelque chose pas du tout pas commun. Il faut contrôler toujours les facteurs de risque cardiovasculaire et les patients noirs soit femmes, soit hommes, ils sont en plus du risque. Donc, c'est un papier qui est sorti en JAMA CGISA ONC avec un impact factor qui est assez très important, mais malgré tout, c'est quelque chose il y a beaucoup de limitations par rapport à ce papier. Notamment, ils ont utilisé un nouvel système de codage et donc, c'était pas tous les malades qui sont vraiment claudiquants, c'était vraiment claudiquant, on peut jamais savoir parce que c'est un registre. Et comme c'est un registre, il y a du biais de registre, du biais de rétrospect et il touche que les malades qui sont inclus sur le registre ou si on sont médicaires sur l'assurance maladie. Et donc, ça ne touche pas tous les malades, ce n'est pas une population générale de tous les malades. Mais quand même, il nous donne une idée par rapport à la population qui en traite. Donc, pour lutter contre message, le plus important, c'est la revascularisation pour les claudications intermittentes. Doit être individualisé et centré sur le patient en tenant compte les multiples facteurs, notamment les sévérités du symptôme, le sexe, où on va opérer, l'origine ethno-raciale et les comorbidités des malades. Merci beaucoup. Juste les premiers chiffres que tu as donnés, de 1,1% en 5 ans, oui, ça, c'est l'évolution
L'évolution, Naturel, hein, c'est pas après en vascularisation. ça c'est naturel, je crois, oui. Oui, Oui, parce que tu as dit après en oui, vascularisation. oui, non, c'est naturel. Mais ça, c'est. Ouais, voilà, ces chiffres-là, c'est souvent au début de la formation de l'ESVS, ça, et c'est 1% en C'est 5 naturel, à 5 qui, ans, oui, qui naturel. Oui, progresse en oui. ischémie critique. Non, c'est pas beaucoup. Non, non, c'est sûr. Et c'est 0,2% d'amputation. Je crois que c'est par an. Voilà. Non, ça c'est à 5 ans. Des amputations. Tout l'intérêt de ne pas forcément les revasculariser s'ils Oui. vont pas. Mais voilà, mais ça, c'était important de le préciser parce qu'au début, tu as dit que c'était après la vascularisation, mais en fait, c'est l'évolution naturelle qui fait que. Et alors, du coup, t'en es dit quoi si on compare l'évolution naturelle vers l'ischémie critique versus la revascularisation? Ah, pour si on, euh, sur ça, donc là, la première chose, c'est, ah non, c'est pas plus que ça, mais on va voir, c'est beaucoup moins si on opère les malades sur un intermittent claudicant. Donc, c'est techniquement, il faut essayer de ne pas opérer les malades sur une claudication intermittente, sauf s'ils sont vraiment gênés, sauf si c'est les lésions, même elle parle de ça, mais je vais pas parler, sauf si c'est les lésions aorto-iliaques, parce que l'aorto-iliaque, malgré un traitement médical optimal, et rééducation à la marche qui est surveillée, ça va pas trop marcher parce qu'elle fait pas beaucoup de collatéralité et donc ils vont réussir d'améliorer après la chirurgie. Euh, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le cas chez les patients qui sont en occlusion avec fémoropoplité ou vulodémie. Et il classait en fonction des types de revascularisation les progressions d'ischémie critique. Non, sur une chirurgie ouverte, chirurgie endovasculaire, non. Non, mais même l'étage, l'extension de Ah non, 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 non. on Ils disent les segments fémoropoplités les plus, le plus, oui, c'est là normalement. Donc là, donc anatomic zone treated, oui, mais ils disent pas si, mais ils il n'y a disent pas de non, pondération. ils disent si c'est fémoro, aorto-iliaque, c'est mieux, mais ils comparent pas chacun avec ensemble. Ça serait intéressant. Tu vois, Oui. dire jusqu'à quel moment on s'arrête chez le client. Après, on a tendance à pas descendre trop bas, mais tu vois, quand tu vois, il y a des tibiales et tout là. Ouais. Et tibial, il fait pas de Tibial en communication. ouais, bon, après, il n'y en a pas beaucoup, mais. Et ils prennent en compte la qualité de vie aussi ou pas. Non, pas de qualité de vie. Ils disent, pas après la chirurgie, mais ils disent où les patients habitent. Donc, ils disent l'hispanique, ils sont tous, normalement, ils sont urbains. Rural, c'était les malades noirs. Et donc, c'est tout. Et donc, on voit, ils comparent avec les malades noirs, pas, ils comparent avec le géographique où ils habitent. Ça renforce le poids des critères sociodémographiques Oui. sur l'évolution des patients, quand même. Hein, c'est majeur. On voit bien que. Ah, et tous avaient eu un traitement médical. Oui, oui, oui. Traitement. Au suivi. moins, pendant le suivi, on ne sait pas parce que. Non, mais je veux dire avant. Oui, avant, c'est 78% qui sont déjà sur aspirine. Et il y a plus que ça, 70% qui sont déjà sur antilipidiques, soit atorvastatine, soit simvastatine. Mais ils ne comparent pas ça en Oui, préopératoire. mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est des patients qu'on avait essayé de faire marcher avant. Ça, on ne sait pas. Ouais. On ne peut pas dire qu'ils sont tous faits best medical treatment. On ne sait pas. Quand même, la recommandation, c'est de ne pas revasculariser avant d'avoir tenté Oui, normalement, oui. Mais à États-Unis, optimale, dont la rééducation. Après, c'est des recommandations très françaises. Hein, oui. Et à États-Unis, non, les cardiologues ils opèrent les clodicants comme ça en endovasculaire et si ça ne marche pas, moi je pense que ça c'est pas contre les cardiologues, mais il y a beaucoup de cardiologues qui traitent toujours les lésions fémoropoplitées et tibiales et donc eux ça complique et après il fait ça. Tu es en train de dire que les cardiologues. Alors, je sais pas, hein. Ouais. Les cardiologues. Non, bon, pour moi, les cardiologues, il ne faut pas Ils toucher. sont nombreux. Hein. Ouais. Moi, pour moi, les cardiologues, il ne faut pas toucher les gens. Ils sont D'accord. cardiologues. Ouais, d'accord. Ok, bah, c'est intéressant. Et c'est fou les différences en fonction de l'ethnie, etc. Et là, elle a dit il faut faire des études par rapport aux problèmes génétiques et tout ça, mais est-ce que ça va? Mais est-ce que, pour revenir à une des études que Yann nous avait montré, ou je ne sais plus qui a montré il y a deux, trois biblios, en fonction des gens, vous savez, qui vivaient dans des milieux d'insécurité alimentaire et
Et à la maison, bah, je sais pas, il y a un truc comme ça, non? Oui, socio-economic status du pays. Ouais, voilà, enfin, qui était en- Oui, non, ils disent où il ça, habite, c'est pas étudié. ils disent où il habite, mais ils ne comparent pas où il habite. Ouais. Donc, ils disent qu'il habite soit en rural area, soit en urban area, ok, et on voit les différences entre male et female, et hispanique, non hispanique, et noir et pas noir, mais ils ne comparent pas ça sur les résultats après. D'accord. Et donc, mais je pense qu'ils vont faire ça sur les Ah, basé sur ça.